Bienvenue dans cette conférence, les 10 principes pour assurer une bonne sécurité dans le cloud. Bienvenue à ce séminaire, les 10 principes pour assurer une bonne sécurité dans le cloud. Mon nom est Pierre Tocci, je serai votre animateur et je suis en compagnie de mes collègues Joël Simon et Roger Ouellette. Mon rôle chez Novipro, conseiller principal en transformation des TI, j'aide les dirigeants d'entreprise à maximiser la viabilité ou le rendement de leur organisation TI et dans tout ce qui est gestion de risque, gouvernance, etc. Et pour ce faire, je dois être appuyé de gens qui ont des connaissances, des compétences technologiques que je n'ai pas, notamment Joël et Simon. Bienvenue à tous. Bonjour Joël, bonjour Roger. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, pour parler des 10 principes, notre agenda sera les faits. Nous allons parler de faits, nous allons parler de principes. Quels sont les 10 principes? Juste pour noter que ce n'est pas écrit dans la pierre, mais c'est plus des principes directeurs que Roger et Joël aiment adhérer dans leur projet. Nous allons parler de l'écosystème de sécurité. Et finalement, à la fin, nous allons avoir une période de questions. S'il vous plaît, prendre note qu'en tout temps, vous pouvez formuler vos questions dans le petit onglet chat que vous avez. Si possible, nous y répondrons pendant le webinaire ou bien on y revient à la fin. Donc, débutons par les faits. Des faits qui sont connus et publiés par notamment Oracle, KPMG et Gartner. Ce que l'on sait, c'est que 7 entreprises sur 10 utilisent désormais davantage d'applications critiques dans le cloud. C'est un fait. Toutes les entreprises y pensent maintenant. Depuis 2018-2020, il y a eu une augmentation de 3,5 fois le nombre d'organisations qui utilisent au moins 50% de leurs données dans un cloud public. Gartner estime aussi que d'ici 2022, au moins 95% des défaillances de la sécurité du cloud seront imputables aux clients. On va y revenir. Ça fait peur, ça. Ouais, on va revenir au pourquoi du comment, justement. Et le défi n'existe pas dans la sécurité du cloud lui-même, mais dans les politiques et les technologies de sécurité et de contrôle de la technologie. Donc, Joël, si on dit que 95% des défaillances sont imputables aux clients, est-ce qu'on ne devrait pas parler comme premier principe là, de responsabiliser nos clients ou bien d'avoir un partage des responsabilités? Ben oui, définitivement, parce que quand on utilise le cloud, il faut gérer le partage des responsabilités avec le fournisseur. Le fournisseur va, par exemple, prendre en charge toute la couche physique de l'infrastructure, c'est-à-dire le réseau physique, les équipements, tout ce qui est serveur, stockage, ces choses-là, les hyperviseurs. Fait que cette partie-là, peu importe qu'on soit en infrastructure as a service, platform as a service ou software as a service, le fournisseur va s'en occuper. C'est sa responsabilité d'assurer cette portion-là de la sécurité. Ensuite, selon le type de service cloud, le fournisseur peut être appelé à gérer d'autres couches de l'infrastructure. Dans les modèles PaaS puis SaaS, par exemple, le fournisseur va aussi gérer la couche de réseautique virtuelle, les systèmes d'exploitation. Vous aurez compris que ce n'est pas le cas si vous êtes en infrastructure as a service. Dans ce cas-là, c'est votre responsabilité d'assurer cette portion-là de la sécurité. Finalement, dans les modèles SaaS, le fournisseur va aussi gérer l'application. C'est sa responsabilité de gérer la sécurité. Fait que si vous utilisez du PaaS, vous êtes responsable d'assurer la sécurité de l'application. Dans tous les cas, la gestion des données puis des personnes, c'est la responsabilité de l'organisation cliente. Puis c'est à vous d'assurer la sécurité de ça. Oui. Si, pour conclure, lorsqu'on parle d'un environnement PaaS, c'est beaucoup lié au développement d'applications. Et lorsqu'on parle d'un SaaS, mais c'est vraiment un abonnement à un service tout inclus qui va être licencié à l'utilisation utilisateur. Par contre, ce que moi j'aime dire au niveau de la gouvernance, c'est pas parce qu'on délègue l'opérationnalité d'une plateforme à un fournisseur qu'on se distance de nos responsabilités du service. Effectivement. C'est excessivement important de séparer les deux. J'aimerais ça ajouter une petite chose par rapport à ça. Parce que des fois, les compagnies, ce qu'on va faire, c'est que tu vas vouloir choisir un logiciel. Ils vont dire que c'est dans le cloud, c'est un SaaS. Tu vas demander à ton fournisseur, ben oui, moi, c'est sécuritaire, c'est beau. Lui,
c'est un SaaS, mais c'est un SaaS dans Amazon, exemple. En tant que client du SaaS, tu as tes responsabilités. Le gars qui a le SaaS, il a sa responsabilité. Puis Amazon, en arrière, il a sa responsabilité. Donc, ça devient comme un 3/4. C'est pour ramener la règle à tous les niveaux, finalement. Oui. Et ultimement, c'est celui qui a fait le choix qui est responsable envers ses clients, donc ses unités d'affaires. Okay. Si on parle de délégation de pouvoir, de responsabilités, Joël, est-ce qu'on ne devrait pas aussi parler de gouvernance? Bien, définitivement, parce que selon les modèles de consommation, la responsabilité du fournisseur va varier. Mais encore, faut-il qu'on puisse lui faire confiance pour gérer nos propres données, mais aussi pour celles de nos clients finaux. Fait que, comme un peu quand on laisse les clés de notre maison à quelqu'un, on veut s'assurer que tout va bien aller, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc, comme organisation, vous devez vous assurer que votre fournisseur va être en mesure de respecter votre gouvernance, vos processus puis vos règles de conformité. Donc, tu sais, les fournisseurs cloud sérieux sont habituellement très bien documentés par rapport à tout ça. Par exemple, pour tout ce qui est d'accéder aux rapports d'audit, aux guides de conformité, aux documents d'approbation, Microsoft a le Service Trust Portal, puis AWS, il y a le portail Artifact. Comme client, on a la responsabilité importante de faire ses devoirs. Oui, absolument. Il faut au moins montrer patte blanche qu'on a fait nos devoirs parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Il faut respecter nos propres règles qu'on a, les frameworks, les règles de sécurité qu'on doit respecter, les règles sécuritaires qu'on doit respecter. Il faut s'assurer que où est-ce qu'on s'en va dans le cloud, c'est respecté. Si on a besoin d'avoir une plateforme qui est SOC 2 en arrière, ben, vous devez vous prendre une plateforme qui est un SOC 2 sur votre fournisseur. Oui. C'est vrai, Roger. On a dit en entrée de jeu qu'il y a une responsabilisation versus les utilisateurs. Maintenant, si on parlait de sécurisation locale comme troisième principe. Bien, en fait, ce qu'on va parler, c'est ce qu'on met en place dans notre environnement, sur premise, dans notre data center, avec nos usagers. Ben, on va amener cette sécurité-là aussi au niveau du cloud. Quand on parle que mes postes vont avoir un EDR, un antivirus, ben, pas parce que mon serveur, infrastructure as a service, donc il est dans le cloud. On a parlé que on a chacun notre responsabilité. Si je loue une VM dans Azure, ben, je suis responsable de ce qui se passe dans la VM. Donc, je vais mettre un endpoint protection dessus. Si je suis dans le cloud encore une fois, si j'ai des pare-feux, il faut que je mette un pare-feu dans le cloud. Pour rendre cet accès-là sécuritaire. Donc, les règles qu'on a à mettre en place pour protéger les données, ça ne varie pas selon la localisation de la donnée. Donc, j'ai un serveur web, je vais mettre un WAF en avant. Le minimum à mettre en place pour l'authentification, c'est un MFA. Donc, d'avoir un multiple facteur pour s'authentifier. Que je sois dans le cloud, que je sois on-premise, je vais mettre ça en place. Donc, il faut vraiment que je m'assure de mettre toutes les composantes qui font du sens chez nous, mais ça va faire du sens aussi dans le cloud. Gérer les patchs, ça ne change pas. La gestion des accès privilèges, c'est encore plus important dans le cloud. On les accepte dans le cloud, on peut tout changer à partir d'un seul endroit. Donc, on va mettre une plateforme qui va permettre de protéger tous les accès privilégiés à la gestion exemple, de la plateforme Office 365 ou d'Azure. Tu es un client, tu t'en vas là-dessus, tu veux être capable de gérer ces règles-là, tu ne veux pas que n'importe qui puisse changer les règles qui sont mises en place. Oui. Donc, le message ici, Roger, c'est il ne faut pas penser que parce qu'on est dans le cloud, qu'on n'a aucune intervention ou de sécurisation locale à faire. Au contraire, ça passe toujours de quelque chose qui est un humain, donc qui est local. Exactement, il est local, mais ce que tu as pensé de mettre comme protection localement, elle va s'appliquer aussi dans le cloud. Exactement. D'ailleurs, Joël, si on va vers notre quatrième principe qui est l'hygiène de nos systèmes, qu'est-ce qu'on doit en penser? Bien, en fait, l'hygiène des systèmes et de la sécurité, c'est la base. De la même façon que ce que vous allez faire chez vous, il faut vous assurer de garder une bonne hygiène de sécurité. Par exemple, il faut s'assurer que les serveurs soient patchés, que les pare-feux soient à jour, que les utilisateurs soient désactivés quand ils quittent l'entreprise, que les antivirus, tout ça soit à jour, que les sauvegardes fonctionnent, qu'on est en mesure de restaurer, que le site de relève est fonctionnel, que les mots de passe sont sécuritaires. On veut éviter les mots de passe par défaut, les 1, 2, 3 soleil, ce genre de choses-là.
Oui, 1, 2, 3 soleils, 1, 2, 3 nuages, quand ça va mal. Effectivement. Puis l'hygiène ne s'applique pas nécessairement, les patchs, ces choses-là, on ne parle pas juste de serveurs, on va parler des firewalls, on va parler tous les équipements ou tous les logiciels, que ce soit dans le cloud ou on-prem, il faut vraiment qu'on maintienne l'hygiène correctement. Oui. On a fait souvent des interventions avec notre collègue Dominique qui parle d'hygiène et que les acteurs malveillants profitent de nos comportements qui ne sont pas mal intentionnés, mais qu'on n'a pas tout à fait une bonne compréhension de ce que l'hygiène devrait être au niveau de comment on devrait faire les choses. Donc, c'est comme ça que les hackers profitent de nous, c'est en profitant de nos faiblesses qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas des faiblesses techno nécessairement. Roger, tu as choisi la visibilité comme principe numéro 5. Oui, ben, c'est comme n'importe quoi. Si on ne voit pas, c'est difficile de se protéger. Si je ne sais pas qu'il se passe quelque chose, je vais avoir la misère à bloquer un coup. J'ai tout le temps l'expression de, à part les ninjas d'un film qui bloquent des coups qu'ils ne voient pas, il faut être capable de voir. Là, il faut être capable de savoir. On a quand on parle à quel point que la sécurité est complexe, on parle d'équipements qui sont à la maison, il y a des équipements qui sont au bureau, il y a des équipements qui sont mobiles. On n'a pas nécessairement contrôle sur d'où ce que vient la communication, d'où ce qu'on se connecte. Donc, si on n'a pas de visibilité sur qu'est-ce qui vient se connecter chez nous ou dans le cloud, comment on peut faire pour se protéger de ça? Mm-hmm. Donc, il faut être capable de savoir ça. Il faut savoir c'est quoi notre inventaire. Qu'est-ce qu'on a sur le réseau? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que pour nous autres, sur un environnement, je ne sais pas, mettons, j'ai 1000 postes, j'ai 50 imprimantes, j'ai des Wi-Fi, qu'est-ce qui est normal de voir sur les réseaux? Donc, il faut être capable d'avoir cet inventaire-là. En fait, je crois que ce qu'il faudrait explorer de la part du client, c'est qu'est-ce qui est anormal comme trafic en décomposant. C'est là qu'on va commencer à avoir une trace qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien, ça fait partie d'un élément aussi qui est au niveau de l'intelligence artificielle. On va parler un peu plus loin. Mais cette visibilité-là, en tant que telle, de pouvoir comprendre ce qui se passe sur le réseau puis de qu'est-ce qui est anormal. Mais il faut comprendre tout ce que notre environnement comprend. On a fait une session où on parlait de réponse aux incidents. Mm-hmm. Une des bases, c'est d'avoir une documentation. Il faut que je sache c'est quoi mon environnement. Si je n'ai pas un niveau de base qui me permet de comprendre c'est quoi chez nous, c'est quoi mon environnement, c'est quoi mon réseau, c'est quoi mes postes, c'est quoi les nœuds qui sont sur le réseau. Si je n'ai pas cette connaissance-là, je n'ai pas cette documentation-là, ben, c'est difficile de comprendre après ça la normalité. D'ailleurs, Roger, tu viens d'effleurer le thème de l'intelligence artificielle qui est notre 6e facteur. On parle d'automatisation pour aller plus vite. Oui, bien, quand tu penses aux attaques aujourd'hui et les malveillants, ils font pas, c'est pas comme s'ils font faire attention de ne pas utiliser des machines pour t'attaquer. Mm-hmm. On va s'entendre que ce qu'ils font, c'est que tu vas avoir, mettons, dans des mass mailing, tu vas avoir des différentes choses comme ça, mais tu vas avoir du DDoS, tu vas avoir des attaques distribuées où tu as un paquet de machines qui travaillent ensemble pour venir te rentrer dedans. La recherche sur les failles, tous ces environnements, la technologie est utilisée pour être malveillante. Il faut utiliser la technologie pour se protéger de la malveillance parce que c'est pas vrai que, quand tu y penses, là, il y a des millions de personnes qui sont là pour essayer de te faire mal. Toi, tu t'occupes de ton environnement, tu es tout seul dans ton petit coin et essayer de te défendre. Mm-hmm. C'est difficile, là. Il faut être capable d'avoir des outils qui nous aident. Des outils qui vont détecter, on a parlé de l'anormalité, ce qui est anormal et qu'est-ce qui est normal. Donc, si j'embarque sur un réseau, j'ai une communication normale qui va faire nord-sud, donc je vais parler avec un serveur, je vais parler avec Internet, je vais parler avec une imprimante. Ouais. Ça, c'est normal. Si je commence à parler avec le poste de Joël, c'est pas normal, je ne devrais pas parler avec son poste. Je commence à me déplacer latéralement, comme on parlait au niveau de comment une attaque se procède. Je vais lever mes privilèges, puis je vais me déplacer. Ben, si je m'en vais latéralement, c'est anormal. Donc, si j'ai un outil qui permet de OK, ce poste-là, normalement, il part nord-sud, 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 puis il transfère tel type de communication. À latéral, c'est pas normal, je vais aller bloquer ces communications-là, je vais aller détecter, je vais lever des alertes.
Je vais faire un paquet de choses pour m'assurer que ça n'arrive pas. C'est le fun après ça d'avoir cette alerte-là. C'est le fun. Maintenant, il est 3 heures du matin, et par le moment que je sors du mon lit puis que je vais là, c'est là qu'on va ajouter de l'automatisation, une réponse automatisée. Donc, c'est là que je vais faire en sorte que, écoute, il se passe quelque chose d'anormal, je vais bloquer cette communication-là, je vais débarquer, je vais isoler, je vais automatiser cette partie-là parce que justement, tu ne veux pas. Tu sais, l'attaque se fait à vitesse informatique. Là. Donc, ça se propage vite, quand ça part, ça part. Si on attend qu'un humain s'assied, puis commence à connecter, puis essayer de figurer, puis essayer de faire des commandes pour faire avancer les choses, pour bloquer les choses, ben, on perd du temps. Pendant qu'on perd du temps, c'est de l'argent, c'est quoi? C'est des attaques. Donc, on va s'arranger avec les outils qui détectent, qui est l'intelligence artificielle, qui apprennent avec le temps et qu'on automatise le temps de réponse. Ce qui est peut-être un à côté de la conversation, Roger et Joël, pour notre audience qui sont peut-être pas tout à fait au courant de la contribution de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'apprentissage machine, qui est du machine learning. Donc, dans le cas des outils que Roger parle, on ne parle pas d'implanter un outil et de fabriquer des règles dedans de comment se protéger. Au contraire, les éléments d'intelligence artificielle, donc le machine learning, lui, va faire une phase de découverte, il va apprendre ce qui est normal avec toutes sortes de conditions, de vecteurs, etc. Et par lui-même, va apprendre un modèle de protection et de visibilité et de surveillance. Et lorsque ça va aller hors de ces modèles que lui conclut, qui sont les meilleurs modèles, c'est là qu'il va commencer à dire « Attention, il y a quelque chose qui se passe ». Il va être capable de déterminer ce qui est normal, anormal, un pic dans les utilisations, une fin de mois, des utilisateurs, etc., du trafic interne, externe qui arrive. Et c'est comme ça que lui-même va bâtir ses modèles avec une très grande fiabilité. Oui, puis les plateformes, pour ajouter à ça, c'est que qu'auparavant, cette intelligence-là se bâtissait localement, donc dans ton environnement, puis c'est ton environnement seulement. Aujourd'hui, ces plateformes-là, la plupart du temps, sont dans le cloud et bénéficient des données qu'ils reçoivent à travers tous leurs clients, tout le monde. Exactement. C'est regroupé dans une... Donc, tout cet environnement global, cette intelligence, cet apprentissage-là, après ça, est partagé jusqu'au device qui est local ou qui va s'occuper de vos environnements, vous autres. Donc, c'est ce qui fait que c'est excessivement précis dans comment les modèles sont montés. Joël, on se doit de parler de données. Sécurisons les données maintenant. Oui, mais comme on le mentionnait plus tôt, la sécurité des données, c'est toujours de la responsabilité du client. D'ailleurs, les fournisseurs sérieux le mentionnent dans leurs ententes de service. Les clients sont responsables de sécuriser leurs données. Les fournisseurs cloud, ils n'ont en principe pas accès aux données, mais il faut quand même prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que tout soit bien sécurisé. Fait qu'il faut minimalement s'assurer que les données ne puissent pas être lues. Fait qu'on va les encrypter. On va faire une encryption à rest chez le fournisseur. On va encrypter le trafic pour le transit entre l'organisation et le fournisseur cloud. Puis, il faut garder en tête que faire des changements comme ceux-là, ça peut nécessiter de revoir certaines choses dans son infrastructure. Par exemple, quand on encrypte les données sauvegardées dans le cloud, bien, il peut falloir déployer des nouveaux agents de backup parce que la déduplication, la compression qui sont offerts de façon native ne pourront pas nécessairement fonctionner sans ces agents-là, si les entrepôts de données là, qui servent à la sauvegarde sont encryptés. Oui. Là, on vient de faire un lien avec un des principes que Roger avait, c'était sécuriser localement. On a parlé des données. Maintenant, Roger, si on parlait de sécuriser les environnements. Bien, les environnements en tant que tels, c'est juste parce qu'on a une tendance à croire que je vais protéger ma production. Bon, la production, c'est bien intéressant, c'est le fun, c'est là qu'on roule. Par contre, si on se met à penser aux environnements de contrôle de qualité, des environnements de développement, si on parle, par exemple, d'une base de données qui est dans la production où tu as des numéros d'assurance sociale, puis tu as un paquet de choses de données sensibles, je vais prendre ça. Maintenant, il faudrait bien que je teste mon code comme du monde dans mon nouveau code. Fait que je vais prendre une copie de ma base de données, je vais l'emmener dans mon côté de dev, mais j'ai traîné tout ce qu'il y avait comme données sensibles. Fait que là, je viens d'emmener ça dans le côté de mon développement ou dans mon côté de contrôle de qualité, puis je n'ai pas mis le même niveau de protection. Donc, ce que je viens de dire, c'est exemple, mettons, dans ma base de données de production, j'ai mis des outils on parlait de sécuriser les données.
J'ai mis des outils pour faire du data masking. Donc, la donnée sensible, quelqu'un qui n'est pas supposé d'accéder ne voit pas la donnée sensible. Donc, numéro d'assurance sociale, il va avoir X nombre de caractères qui vont être cachés. Ben, je sors tout ça, puis j'envoie ça de l'autre côté, puis l'autre bord, je n'ai pas cet outil-là. Donc, le numéro d'assurance sociale de Pierre Touchy qui reste à telle place, ben, j'ai tout ce qu'il faut là. C'est correct, c'est le fun. Fait qu'on va aller magasiner. Donc, il faut s'assurer que nos environnements, il faut avoir en fait, c'est une gouvernance. C'est une gouvernance de dire c'est quoi mes processus pour prendre les données qui sont en temps en prod, en dev, en QA, et de tous ces environnements. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que ma prod va être, exemple, dans le cloud, j'amène ma dev chez nous, ben, ce transfert-là, il faut que ce soit sécurisé. Donc, il faut que j'amène tout le principe que ça, il faut que ça suive. Donc, il faut que je m'assure que ma sécurité soit globale. Ça suit. Puis ça, il faut que ça soit établi dans le plan de gouvernance. La sécurité en tant que telle, dans une entreprise, ce n'est pas une histoire de TI, c'est une histoire de business. La business doit décider qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sécurité, c'est quoi qui est important pour nous. Puis là, on descend ça au reste de la business. Donc, une fois que j'ai protégé ma prod, mon QA, ma dev, bon, j'ai une équipe de développement, parce qu'on vient de parler que j'avais une base de données qui était en prod, je l'ai envoyé en développement, j'ai un groupe de développement. Je fais du code. Est-ce que mon code, est-ce que j'ai du DevOps ou je fais juste faire du code? Parce que la plupart des programmeurs ne sont pas mal intentionnés. Les gars sont là pour faire une job, puis faire une bonne job, mais ils n'ont pas nécessairement tous les procédés de sécurité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut s'assurer d'intégrer la sécurité dans le cycle de développement, ce qu'on appelle shifting left. Donc, on amène la sécurité, quand tu parles d'un processus, quand tu vas travailler, tu vas faire un projet, tu commences à gauche, puis ton projet avance dans le temps. Quand tu vas parler de sécuriser du DevSecOps ou de shifting left, c'est qu'on va intégrer la sécurité au début des projets, puis à mesure qu'on va développer, on va s'assurer de faire un test continuel de notre code. Ça devient un DevSecOps. Donc, dans le développement puis l'opérisation, on intègre le test de la sécurité. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que la sécurité devrait être dans l'architecture en amont et pas un moyen de protection à la fin, comme qui est trop souvent le cas parce qu'on est pressé. Oui, si tu fais avec ça à la fin, tu te retrouves avec un showstopper. Si tu as intégré la sécurité à partir de ton projet initialement, en commençant, j'ai un nouveau projet, j'intègre la sécurité, ben, il est dans le processus, ce n'est pas un showstopper à la fin. Pour entamer nos derniers segments, Joël, en préambule, on a parlé de responsabiliser nos utilisateurs. Maintenant, je crois qu'on a des enjeux de sensibilisation. Ben oui, parce que quand on parle de sécurité, on parle beaucoup de technologie, de configuration puis d'équipement. Mais c'est sûr que c'est des éléments qui sont cruciaux dans une bonne gestion de la sécurité. Mais quand le focus est sur les solutions, on en vient souvent à négliger une faille de sécurité importante, c'est les personnes. Mm-hmm. La grande majorité des gens, veulent bien faire, veulent évidemment pas mettre l'organisation à risque. Mais pour les aider à y arriver, il faut les sensibiliser à la cybersécurité. Fait que pour ça, il existe des formations, des campagnes de sensibilisation qu'on peut faire auprès des utilisateurs. C'est quelque chose qui doit être fait sur une base régulière parce qu'il va toujours y avoir des nouveaux employés qui joignent à l'organisation, il va toujours y avoir des nouveaux types de menaces et d'attaques. Les hackers sont créatifs, ils se raffinent, ils trouvent des nouvelles façons d'entrer chez les victimes. Les organisations se doivent de rester à jour au même rythme qu'eux. Autrement, c'est seulement une question de temps avant d'être victime d'une attaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les usagers, puis excuse-moi de t'interrompre, Pierre, mais quand tu penses à cette partie-là, au niveau de l'usager, on met depuis tantôt qu'on parle d'outils. On va mettre des firewalls, on va mettre pour chiffrer les données, on va mettre des environnements pour protéger les postes, détecter le réseau, la visibilité. On met un paquet d'outils sur le réseau pour nous sécuriser. Fait que pour le hacker, il reste quoi? Ben, il reste l'usager. Dans le fond, j'ai tout fermé partout alentour. Là. Il y a pas paquet de portes, j'ai mis des cadenas partout. Mais il y en a un qui se promène, qui n'a pas de cadenas qui se promène. Là. Mais c'est l'usager. On force, dans le fond, on force le hacker à aller vers l'usager. Pas pour rien que le pourcentage des attaques se passe là. C'est très élevé. Oui, absolument. Ce qu'on voit ici, c'est que 95% des brèches se font par des emails. Donc, une méconnaissance des risques de ce qui pend au bout d'un email. Puis pourtant, juste 8% des investissements répertoriés sont pour protéger les emails. Ça ne balance pas. Et les hackers en profitent justement. Exactement.
Rapidement sur ce point, lorsqu'on parle de campagne de sensibilisation, c'est pas juste de lire ou d'écouter des vidéos, c'est aussi des programmes d'essais et d'erreurs pour voir comment est-ce que les gens se font attraper ou non dans ce qu'on appelle des sandbox pour pouvoir leur rappeler que leur comportement n'est pas selon ce qu'il devrait être. Donc, c'est des choses, des programmes qui peuvent être lancés chez les entreprises. Roger, on parle de méthodologie comme 10e facteur. Ouais. Pour moi, une méthodologie est très importante parce que je fais beaucoup d'analyse de risque et de gouvernance et lorsque je fais mes études, j'ai besoin de formalisme pour être structuré et crédible aussi. En fait, dans les méthodologies, là, quelques années, je parlais de Zero Trust. Aujourd'hui, tout le monde parle de Zero Trust. Tout le monde, les compagnies vont se dire « Ah, nous autres, on respecte tel Zero Trust, on est tel produit, tel chose. » Il y a des frameworks qui sont qu'il y en a un, c'est le ZTX, là, qui est celui de Forrester, tu as le Carta de Gartner, NIST en a sorti un aussi. C'est tout un peu le même principe. Par contre, nous autres, ce qu'on a adopté, c'est celui de Forrester. Donc, Forrester, ils vont séparer les champs de compétences en données, en réseau, appareil, les personnes, donc les workloads, la visibilité, automatisation. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de protection pour sécuriser l'entreprise. Puis, tu ne peux pas dire à une entreprise, je m'en vais Zero Trust, demain c'est Redley, je m'en vais Zero Trust, j'ai un plan Zero Trust en place. Ça ne marche pas. C'est impossible, c'est beaucoup trop gros. C'est majeur comme projet. C'est pour ça qu'on va y aller quand on va faire des projets de méthodologie de Zero Trust, on va y aller par projet. Donc, j'ai un nouveau site web que je vais mettre en place. Je vais sécuriser les données. Comment je fais pour sécuriser les données de ce site-là? On va parler de chiffrement. Après ça, comment que le workload en tant que tel pour le site web, le workload, c'est toute la chaîne qui va travailler ensemble. Donc, c'est quoi la chaîne? Tu vas avoir un site web, tu vas avoir qui va rouler avec un application server en arrière. Tu vas avoir ensuite de ça une base de données qui va être en arrière de tout ça. Donc, ces trois éléments, c'est un workload. Fait que là, on va sécuriser les données, l'application, le site web. Donc, on va travailler comme ça. Puis comment on va s'authentifier les personnes. Donc, c'est toutes dans le fond, on a parlé tout le long, là, des éléments qu'on voulait sécuriser. On a parlé des données, on a parlé des personnes, on a parlé du réseau, de la visibilité, d'automatiser. Ce sont 10 principes, mais dans le fond, qui se rapprochent à la logique d'une méthodologie Zero Trust. En fait, ce qui est important de reconnaître d'un cadre de référence ou d'une méthode, parce que moi, je le vis dans le travail que je fais, c'est tout le monde ne peut pas être d'accord avec chaque méthode, avec chaque composante, comment on va décanter. Mais tu ne peux pas réfuter le fait qu'une méthode, elle est structurée et qu'elle essaie de couvrir une lecture 360 d'un problème. C'est ça qui est important. Et ensuite, il faut la décanter avec ce qui est applicable. Parce qu'on peut avoir dans une méthode des choses qui sont complètement hors contexte et il ne faut pas que ce soit juste du remplissage de papier qui va être sur une tablette. Au contraire, c'est un principe directeur pour qu'on puisse suivre notre démarche puis s'assurer qu'on couvre tout de la bonne manière. Exactement. Une méthode. Oui. Roger, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que tu nous parles de l'offre de sécurité de Novy Pro. Et c'est toi la meilleure personne pour en parler, directeur de la pratique. Merci, Pierre. En fait, quand on regarde l'architecture ou la méthodologie qu'on va travailler avec les clients, on vient de parler de Zero Trust. Si on regarde la roue de Novy Pro, le centre, c'est toujours les données. Les données, c'est quoi? C'est le crown jewel de l'entreprise. Donc, on va sécuriser cet environnement-là, mais basé sur quoi? Basé sur l'apathie du risque. Donc, avec Pierre, on va faire des analyses de risque, d'impact. Puis, il faut comprendre que les impacts, ce n'est pas nécessairement un impact opérationnel. Ça peut être opérationnel, ça peut être réputationnel, ça peut être médiatique, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai un client à un moment donné que je parlais, puis lui, si je suis en panne,
c'est pas le fun, mais c'est en panne. S'il arrive quelque chose, ça prendra le temps. OK, mais le gouvernement investit combien dans ta compagnie? Pas mal de sous. OK. Est-ce que médiatiquement parlant, c'était le bonheur total de savoir que le monde investissait là? Non. Tu veux-tu passer dans les journaux une fois que tu t'es fait médiatiser? Non. Ben, il est là ton impact. Ton impact qui va te faire mal est là. Fait que dans l'analyse qu'on va faire, d'analyse des risques et des impacts, on va aller chercher ces éléments-là qui ont rapport à votre business, votre entreprise. C'est ça qui est important. Ah, c'est bon ça. Donc, on va regarder cette partie-là. Donc, on va s'assurer que l'appétit du risque, les besoins sont établis par rapport à la business en tant que tel. Parce que là, on est capable de bâtir des gouvernances, puis de mettre les composantes alentour pour se sécuriser. Mais ça se fait encore une fois, sur le type de business. Donc, c'est-tu Zero Trust Forrester qu'il faut faire? C'est-tu du ISO? C'est-tu du NIST? Ou du Purdue encore? Parce que aujourd'hui, les entreprises industrielles, le Purdue, c'est une méthodologie qui est pour le côté industriel. Donc, la business, la vision qu'il va avoir au niveau, le crown jewel au niveau de la business quand tu es au niveau industriel est différent. Mm-hmm. Tu veux sécuriser ça, la donnée, ça peut être une donnée comme ça peut être une machine. C'est elle là, qu'il faut que je protège parce que à un moment donné, je pense que c'est l'année passée, c'est une cimenterie qui s'est faite passer. Là. Une cimenterie que le pote, là, il gèle, là, c'est fini. Là. Il n'y a plus grand-chose à faire avec. Mars, je pense, cette année, puis en Floride, le Crown Jewel, c'était quoi? L'attaque, c'était sur le système de filtration d'eau. Ben, il faut que tu sécurises. Quand tu t'en vas en méthode Zero Trust, ben, tu vas sécuriser cet environnement-là pour que ça soit sécurisé. Donc, les 10 principes, ça fait un tout. Ça part vraiment de l'analyse de risque au point de vue affaires. Et à la fin, la méthode, notre structure, notre organisation, comment on gère jusqu'à la surveillance. Donc, ça doit être un flux continu et c'est évolutif. C'est ce qui est important. On mange tous un éléphant. On est capable de manger un éléphant. Oui, je suis capable. C'est toute une bouchée à la fois, par contre. Donc, Roger et Joël, merci pour votre intervention. Maintenant, on passe à la période de questions. Pour la période de questions, je vais prendre une chance et diriger cette question vers Joël. Donc, Joël, pour la moyenne entreprise, plus de 1000 usagers, moyenne entreprise, y a-t-il vraiment davantage d'aller vers une solution cloud externe si l'administration des systèmes mis à jour et patch est la responsabilité de la sécurité qui demeure aux clients? On parlait de responsabiliser les clients dans le premier argument, Joël. Qu'en penses-tu? Bien, oui, il y a quand même des avantages. Dans le fond, la question est vraiment tournée du côté infrastructure as a service. Côté cloud, oui, on demeure avec des responsabilités quand on est en IaaS, mais on n'a plus besoin de se préoccuper des équipements. Puis, on peut profiter vraiment du volet élasticité du cloud, du fait qu'on est facturé à la consommation, tout ça. Puis, plus on va se rapprocher du PaaS puis du SaaS, bien, on va avoir de moins en moins besoin de se préoccuper de ces aspects-là, là, de mise à jour puis de patch. Ouais, mais tout ce qui est quand même Azure, etc., on a quand même des niveaux de patching à faire puis s'occuper de l'interopérabilité, puis le bon fonctionnement, puis la performance. Tout à fait, mais du côté VM en tant que tel, mais quand tu utilises des services comme Azure DB puis Azure SQL, des choses comme ça, il y a moins d'intervention aussi à faire. Oui, puis la partie, il faut penser que dans la décision d'aller dans le cloud, ce n'est pas uniquement une décision de dire je m'en vais dans le cloud parce que je ne veux pas l'infra. L'infra, c'est une chose, c'est une partie. Tu vois la partie télécom qui est plus importante, mais il faut que tu penses aussi quel service va transférer dans le cloud. Si tu parles de quelque chose qui est, mettons, un côté industriel où ce que tu vas avoir du temps réel, ben, dans le cloud, tu vas peut-être te retrouver avec des latences qui vont causer d'autres problèmes. Mais la partie sécurisation de l'infrastructure, des éléments, les plateformes cloud, ils investissent beaucoup plus dans cette sécurité-là qu'on a à l'interne. La protection des données, cette protection-là va demeurer quand même. Oui, oui. On a un autre sujet ici. Est-ce que, en fait, j'ai deux questions, puis on va l'aborder dans la même thématique. Est-ce que vous suggérez le cloud pour sécuriser les données à l'extérieur de l'entreprise? Et on avait une question qui disait,
j'envoie mes copies de backup dans un fournisseur cloud et là, j'entends de prendre des backups du cloud. C'est pas clair. Roger, qu'est-ce que tu en penses? Ou Joël? Tu veux-tu la prendre, Roger, ou j'y vais? Non, OK, ben, tu sais, peu importe où sont les données, il faut les prendre en backup. C'est aussi vrai dans le cloud, là, avec la règle du 3-2-1, on va voir 3 copies des données sur 2 médias différents, dont une copie hors site. Fait que quand on est dans le cloud, bon, certaines organisations vont prendre comme stratégie de backuper dans un autre chez un autre fournisseur cloud, ou ça peut être de backuper dans l'organisation, là, on-prem. Il y a différentes stratégies qui sont possibles, mais oui, il faut quand même prendre des backups là, quand on est dans le cloud. Puis quand on parle à la... Tu as des données qui sont effacées, quelqu'un efface un fichier, tu veux être capable de le rapporter, de le ramener, mais si la donnée est existante et juste altérée, ben, les copies d'avant ne sont pas là, il faut être capable de les ramener. Ouais. Joël, si on restait sur la même thématique, backup dans le cloud, j'ai des politiques de rétention dans le cloud, est-ce que je dois quand même prendre des backups? Donc, j'ai des politiques de rétention, mais est-ce que je dois quand même prendre des backups? Oui, bien, ça revient un petit peu à ce que Roger disait. Dans le fond, les politiques de rétention vont permettre vraiment de conserver les données pendant une certaine durée, puis ils vont les conserver telles quelles. Mais tu sais, si jamais l'entreprise est victime d'une attaque rançongiciel, par exemple, ben, les données vont être altérées si c'est encrypté, puis ben, on va retenir des données altérées. Fait que la sauvegarde vient vraiment se protéger là, à ce niveau-là, c'est que ça va permettre de retourner en arrière là, jusqu'à un certain temps là, pour pouvoir aller chercher des anciennes données qui avaient été sauvegardées avant d'être altérées. Puis si je rajoute, encore une fois, je suis sûr rajouter des choses, hein. C'est légalement, vous êtes responsable de sécuriser vos données. Donc, si tu es dans Office 365, si les autres perdent les données, il se passe, tu sais, c'est déjà arrivé dans des fournisseurs qui perdent des données, il s'est passé une corruption, puis c'est perdu. Vous êtes responsable de vos données, de sécuriser vos données, d'avoir vos données, d'avoir votre protection, d'avoir des copies de vos données. Donc, vous devez, si vous dites que je ne prends pas de backup parce que c'est dans le cloud, ben vous donnez toutes les responsabilités à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Oui, c'est justement ce qu'on dit en gestion de risque. Ce n'est pas parce qu'on délègue l'administration qu'on délègue notre responsabilité. Loin de là, on est responsable de notre choix aussi. Toujours bien important. J'entendais toujours que le cloud n'était pas sécuritaire et une personne nous dit « Je suis resté sur cette idée ». Mythe ou réalité, Roger? Si on pense que je suis une entreprise que j'ai 500 employés, je suis chanceux, j'ai un CISO, peut-être. Je vais avoir des personnes qui s'occupent de mon infra. Combien d'investissements je vais mettre pour protéger mon environnement, puis combien de personnes que je vais engager? Même si j'ai 200 personnes comme employé, j'ai une entreprise de... C'est sûr, si j'ai 200 employés, c'est sûr que je n'ai pas un CISO, je n'ai pas quelqu'un qui est spécialiste en sécurité. Dans le cloud, ils vont avoir investi beaucoup en équipement, ils vont investir dans la sécurité, ils vont avoir une quantité de staff énorme. Vous ne serez jamais capable d'arriver à ce niveau-là. Pensez que Novipro, on vend de l'infrastructure. Fait que là, ce que je dis, c'est que le cloud va vous amener beaucoup de bénéfices par rapport à la sécurité parce qu'ils investissent où ce que vous autres ne pourrez pas investir, puis ils vont avoir du staff que vous autres ne pourrez pas avoir. J'ai une question ici. J'ai un site web hébergé. Il me semble que je n'ai pas grand rôle ou responsabilité que je peux déduire dans la sécurité. Est-ce que parce qu'on est hébergé, qu'on n'a plus de responsabilité dans la sécurité? Roger? Oui, d'accord. On en a parlé au début, dans le fond, c'est que le niveau de responsabilité de sécurité varie selon le type de cloud qu'on a. Quand on parle d'une infrastructure as a service, ben, la sécurisation physique jusqu'à, mettons qu'on parle d'un hyperviseur, la sécurité jusqu'à l'hyperviseur, puis tout ce qui se passe alentour de ça dans le data center, vous n'êtes pas responsable de cette partie-là. Vous allez être responsable de la sécurité qui se passe dans la VM, dans le serveur Windows, protéger Windows, vos données, ça va être votre responsabilité. L'accessibilité, l'authentification. Si je m'en vais juste dans un SaaS, ou ce que, exemple, un Salesforce de ce monde, c'est une plateforme, c'est un SaaS qui est là, vous allez être responsable de ce qui se passe à l'intérieur de cette application-là, comment vous authentifiez,
Mais tout ce qui reste en dessous, votre responsabilité de la sécurité n'est pas là. Donc, le niveau il n'y a jamais une délégation complète de la sécurité. Le niveau de responsabilité va changer selon le type de service que vous utilisez dans le cloud. Oui, exactement. Tout à l'heure, on parlait toujours de pourquoi aller dans le cloud versus autre endroit. Joël, tu avais répondu à ça. Ici, j'ai un commentaire. La notion de la désuétude, elle est réglée lorsqu'on va dans le cloud. Donc, c'est vrai, on n'a pas à s'occuper du matériel et le fournisseur va s'occuper de l'obsolescence ou de la désuétude. Exact. Exactement. Donc, c'est un bon point. On a une autre question ici. Je ne sais pas comment l'interpréter ou vous la dire, mais dites-moi qu'est-ce que vous pouvez répondre. S'il n'y a pas d'Internet et que toutes nos données sont sur le cloud, il est alors impossible d'avoir accès à nos données. Oui. Ben oui, puis en fait, il faut revoir aussi l'architecture un peu plus globalement, dans le sens que le cloud, il y a une nécessité d'avoir du réseau. Fait que c'est sûr que si on envoie des charges de travail critiques dans le cloud, il faut avoir une architecture réseau là, capable de le supporter. Fait qu'idéalement, avoir 2 liens réseau pour avoir un lien de backup, puis avoir une infrastructure là, qui va permettre de router là, adéquatement là, pour pouvoir se prémunir contre une panne, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Ouais, effectivement. Le lien Internet, quand on parle de redondance, on parle de 2 liens, de 2 fournisseurs qui rentrent par 2 places différentes, parce que 2 liens qui arrivent sur le même poteau en arrière, le dernier 1000 il est sur la même ligne, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de redondance. Oui. D'ailleurs, on a un commentaire ici qui dit « Ça fait partie des risques du cloud qu'il faut calculer avant d'envoyer un service dans le cloud. » Absolument. Dans ce que moi je fais comme travail, c'est qu'on doit identifier les impacts d'un non-service ou de non-disponibilité versus des opérations d'affaires. Et c'est sûr que si tu envoies ça dans le cloud, mais que ce n'est pas chez vous, tu as un risque. Mais tu as autant de risques que si c'est chez vous et que tu ne sais pas si ça va briser ou non, ou tu as de la désuétude. Donc, c'est des risques qui sont calculés effectivement, là. Puis aussi, ce qu'un autre intervenant nous dit, c'est là que nos SLA, nos contrats, doivent être bien étoffés et épluchés côté client pour comprendre exactement que si jamais il y a une perte de service, ben, qu'est-ce qui est imputable et comment est-ce qu'eux vont nous aider ou vont surveiller pour pas que ça arrive. Mais je rajoute, là, quand on voit ça, c'est entendu SLA. Si tu parles aux fournisseurs de cloud, c'est des SLO. Des SLO. Et non des objectifs. Des objectifs, c'est ça. C'est très différent comme situation. Exact. Un SLA, c'est un contrat, tandis qu'un SLO, c'est un objectif. On vise à. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire à 100% du temps. Vise 8 heures, ça a pris 24. C'est un objectif. Exactement, exactement. Ça conclut notre ronde de questions. Joël et Roger, merci d'avoir participé à cette session aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous donner le mot de la fin à notre audience. C'est notre dernière rencontre pour le 2020. Roger a fait un travail colossal pour organiser le tout. Il a fait partie de beaucoup de webinaires, séminaires, conférences, etc. Pour vous rappeler que les contenus sont disponibles sur notre hub de contenu à hub.novipro.com. Donc, ce fut un travail colossal à tous pour ces 2 dernières journées et merci encore d'avoir été parmi nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. L'année prochaine.